Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 40e semaine de 2025, la vie de l'Union revient sur les revirements successifs de la Commission européenne sur le règlement européen sur la déforestation et sur la déception du sommet européen de Copenhague. Dans le club des 27, la France avance sur les affaires des têtes de cochon devant les mosquées et arraisonne un navire de la flotte fantôme. L'Allemagne et la Belgique sont à leur tour victimes d'incursions de drones. La République tchèque voit l'extrême droite gagner aux législatives et la France et l'Allemagne au bord du divorce sur le projet SCAF. Et chez nos chers voisins, la Moldavie poursuit son chemin européen. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Environnement. L'incertitude autour du règlement européen sur la déforestation mobilise les acteurs privés. La semaine dernière, au lendemain de l'officialisation de la signature de l'accord de libre-échange avec l'Indonésie, la commissaire à l'environnement, Jessica Roswell, déclarait que la Commission envisageait de reporter l'application du règlement européen sur la déforestation. Lundi 29 septembre, sa vice-présidente de tutelle, Teresa Ribera, s'est opposée à la réouverture des débats concernant le règlement. Le règlement a été voté en 2022, mais l'an dernier, le PPE avait obtenu son report d'un an pour que son application soit effective au 31 décembre 2025. La semaine dernière, Jessica Roswell justifiait le report par un problème technique qui ne pourrait pas être résolu pour la date d'entrée en vigueur du texte. Pour rappel, le règlement européen sur la déforestation oblige les entreprises à prouver que leurs produits vendus dans l'UE ne sont pas responsables de la déforestation, notamment concernant le cacao, le café, l'huile de palme, le bois, le caoutchouc et le soja. La rumeur court depuis des mois que le règlement passerait dans les fourches codines de l'omnibus, le texte qui doit simplifier administrativement les procédures européennes, mais qui ressemble à une coupe rase pour les textes environnementaux. Et le timing de l'annonce venait après les droits de douane américains, la signature de l'accord avec le Mercosur et celui avec l'Indonésie, ce qui semblait confirmer l'hypothèse de l'enterrement du texte. Une communication mal gérée par la Commission qui laisse un peu circonspect les acteurs du secteur. Si bien que Ferrero, Nestlé et Mars viennent au secours du texte. Ils ont signé une lettre avec des ONG environnementales et de conservation de la nature pour demander à ce que le règlement s'applique. On sait que les industriels ne sont pas les plus grands défenseurs de l'environnement, mais ils justifient leur position en disant qu'ils ont fait tous les efforts nécessaires pour se conformer au droit européen et que l'incertitude de la Commission pourrait bien les avoir forcés à s'adapter pour rien. Ils proposent une solution à la Commission qui serait une période de grâce le temps que le système soit opérationnel, c'est-à-dire que les entreprises ne seraient pas sanctionnées en cas de manquement jusqu'à la mise en route du logiciel de suivi. Face à de tels revirements, les Verts moquent l'incompétence et l'amateurisme de la Commission, moins de 3 mois avant l'application du texte. Conseil européen, un sommet décevant sur les questions de défense. Le sommet européen de Copenhague s'est tenu les mercredis 1er et jeudi 2 octobre dans un climat tendu. La semaine précédente, le Danemark a subi 3 incursions de drones qui ont semé la peur et le trouble dans les aéroports du pays et les bases militaires survolées. Le Danemark a fait appel à la France, à l'Allemagne, à la Pologne et à l'Ukraine pour la sécurisation du sommet. Un sommet sous le signe de la défense, urgence du moment, surtout avec la multiplication des attaques hybrides un peu partout en Europe. Au programme, le prêt de reconstruction à l'Ukraine et le mur anti-drone. Lors de son discours sur l'état de l'Union, Ursula von der Leyen promettait d'avancer sur les 2 dossiers. Sur le prêt sur la reconstruction,
la Commission européenne ne propose pas la saisie des avoirs gelés russes, mais une reconnaissance de dette à l'égard d'Euroclear, qui gère les fonds placés de la Banque centrale russe en Belgique. C'est une vraie pirouette juridique et la Commission européenne assure qu'elle est juridiquement fiable et qu'elle n'est pas équivalente à la saisie des fonds russes. L'Union européenne se ferait prêter les fonds en les reroutant vers l'Ukraine, ce qui pourrait correspondre à 140 milliards d'euros, de quoi donner un coup de boost à l'effort de guerre ukrainien et de permettre de sécuriser le budget ukrainien jusqu'à fin 2027. L'Ukraine ne remboursera que si elle obtient des réparations de guerre de la part de la Russie. Un tel prêt serait aussi une bouffée d'air frais pour les États membres, notamment ceux qui sont suivis pour une procédure de déficit excessif. Mais le Premier ministre belge Bart De Wever met en garde, cela pourrait potentiellement ruiner la réputation de la Belgique et de l'UE sur l'immunité des fonds des banques centrales, et cette manœuvre pourrait créer une grave crise financière. Bart De Wever ne se dit pas prêt à donner son accord si la Belgique est la seule à supporter les risques. Il demande des garanties des autres États membres. Finalement, les 27 se décideront lors du prochain sommet européen des 23 et 24 octobre. En représailles, Vladimir Poutine a signé un décret pour faciliter la nationalisation des actifs des entreprises étrangères et leur revente. Concernant le mur anti-drone, c'est une réelle division qui s'est affichée lors du sommet. Les États baltes et scandinaves demandent instamment à la Commission de les aider à financer le mur de drones sur le flanc est de l'Union, le long des frontières russes et biélorusses. Un dispositif qui serait doté de radars, de moyens de détection acoustique et d'autres systèmes de complément qui permettraient de détecter et de mettre hors d'état de nuire les drones ennemis. L'OTAN se dit même prêt à participer à l'effort de conception du mur anti-drone. Alors que les États baltes et scandinaves disent que le mur peut être déployé en 1 an et demi, Emmanuel Macron tempère en disant qu'il ne faut pas se précipiter et Friedrich Merz dit carrément que le projet prendrait minimum 4 ans, sous-entendant que l'Allemagne ne le soutiendrait pas. Mais le problème principal du mur anti-drone, c'est que les États membres forts de l'UE voient d'un mauvais œil la tentative de la Commission de s'emparer de sujets de défense alors qu'elle n'en a pas la compétence. Les États membres proposent à la place de renforcer le rôle des ministres de la Défense au niveau européen et qu'ils se réuniraient plus souvent. Pas question de créer un nouveau format, mais de multiplier la fréquence des rencontres face à des menaces hybrides de plus en plus pressantes, surtout qu'Emmanuel Macron a demandé de lutter plus efficacement contre la flotte fantôme. Que ce soit sur le prêt à l'Ukraine ou sur le mur anti-drone, ce ne sont pour le moment que des discussions préliminaires, ce qui démontre l'inadaptation de l'intergouvernementalisme face à une situation d'urgence comme la guerre hybride. Depuis 3 ans que la guerre en Ukraine a commencé, l'UE ne fait que réagir. Finalement, le sommet n'a même pas donné lieu à des conclusions ni à une déclaration des 27, signe que le consensus entre les États membres est très loin d'être trouvé. Passons désormais au club des 27. France. Interpellation en Serbie de 11 individus liés à des tentatives de déstabilisation. Le 9 septembre, à Paris et en région parisienne, plusieurs têtes de cochons avaient été déposées devant des mosquées. Cette semaine, il y a eu du nouveau. Basé sur le témoignage de l'agriculteur qui a vendu les têtes de cochons, qui est parvenu à capter la plaque d'immatriculation du véhicule, immatriculé en Serbie, les enquêteurs ont réussi à remonter jusqu'aux individus responsables. Le parquet de Smederevo, en Serbie, a annoncé l'arrestation de 11 individus soupçonnés d'être liés à ces tentatives de déstabilisation. Ils sont accusés de conspiration, d'incitation à la haine et d'espionnage. Le commanditaire serbe est toujours recherché. En clair, ils sont soupçonnés d'être des agents jetables au service d'agences d'espionnage étrangères.
Ces agents jetables sont souvent engagés parce qu'ils ont besoin d'argent et qu'ils sont prêts à n'importe quoi pour toucher cet argent. L'avantage de ces agents, c'est qu'ils ne nécessitent pas d'assistance. S'ils se font prendre, ils n'auront l'aide d'aucun service consulaire et ne toucheront pas de pension en fin de carrière. Aussi, ils pallient facilement l'absence d'espions sous couverture consulaire, pour la plupart très surveillés, et coûtent beaucoup moins cher. D'autres tentatives de déstabilisation ont été signalées ces derniers mois, cette dernière année, comme le jet de peinture sur la façade du musée de l'Holocauste, les traces de mains rouges au mémorial de la Shoah, les cercueils avec le drapeau français et l'inscription Mort pour la France en Ukraine, déposés au pied de la Tour Eiffel, les étoiles de David dans Paris, les tags ou autocollants sur les restaurants juifs avec l'inscription génocidaire. Des déstabilisations destinées à choquer et diviser l'opinion publique du pays visé. France encore, un navire de la flotte fantôme a résonné à Saint-Nazaire. Mercredi 1er octobre, le navire Pushpa a été arraisonné au large de Saint-Nazaire, à proximité d'un parc éolien. Connu aussi sous le nom de Boracay ou Kiwali, c'est l'un des navires de la flotte fantôme, navire destiné au transport clandestin de pétrole non raffiné russe vers des pays clients comme l'Inde ou la Chine, au mépris des sanctions occidentales. Le Pushpa a été arraisonné sur demande du procureur de Brest après un signalement. Le Pushpa a été longuement suivi par un navire de la marine française qui a fini par lui barrer la route car il n'a pas décliné son identité et a refusé d'obtempérer. Sur ordre du procureur, le navire a été visité par une équipe militaire française. Le commandant et son second ont été amenés à terre pour 48 heures de garde à vue. Quand l'équipe militaire a repéré le bateau, il n'avait pas mis son dispositif de localisation en route, le rendant invisible sur les radars. Des navires de la flotte fantôme ont été impliqués dans le sabotage de câbles sous-marins il y a quelques mois. Était-ce la mission du Pushpa ? On ne le saura jamais. Le Danemark et l'Ukraine accusent le Pushpa d'avoir servi de plateforme de lancement des drones qui ont survolé le Danemark par 3 fois en quelques jours. Et les dates de passage du bateau correspondent avec le survol des drones. Mais ce n'était pas l'objet de l'arraisonnement français. En l'espace de 3 ans, le bateau a changé 13 fois de pavillon. Vendredi, le bateau a repris sa route vers le canal de Suez pour se diriger vers l'Inde où il doit procéder à la livraison du pétrole. Le commandant du bateau, de nationalité chinoise, est poursuivi par la justice française pour refus d'obtempérer. Il devra comparaître devant le tribunal de Brest le 23 février 2026. L'immobilisation a été qualifiée par Vladimir Poutine de piraterie, bien qu'il réfute tout lien avec la Russie, même si le navire est lié contractuellement à Rosneft, le principal opérateur pétrolier russe. Vladimir Poutine indique que des navires de guerre russes pourraient bien escorter ces navires. Un discours toujours ambivalent où il évite d'assumer la responsabilité, mais double le déni par une menace non camouflée. Allemagne et Belgique, de nouvelles incursions de drones déstabilisent l'économie. C'est le journal Der Spiegel qui a révélé que le land de Schleswig-Holstein, dans le nord de l'Allemagne, avait été survolé par un essaim de drones la semaine dernière. Un essaim qui a survolé le Parlement régional, des ministères régionaux, des sites militaires, une centrale électrique, un hôpital universitaire, l'usine du constructeur naval ThyssenKrupp et une raffinerie à Heide. Des sites sensibles qui seraient pour la plupart mobilisés en cas de crise. Le gouvernement allemand a choisi de ne pas communiquer dessus pour ne pas créer de panique dans l'opinion publique. Dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 octobre, c'est l'aéroport de Munich qui a été victime d'un survol de drone. À 22h18, les activités de l'aéroport ont été restreintes après le signalement de drone avant d'être suspendues totalement. 17 vols ont été annulés, clouant au sol 3000 passagers et obligeant 15 vols à se trouver
un autre aéroport pour atterrir. Le trafic a repris à 5h30 du matin. L'hélicoptère de la police n'est pas parvenu à identifier les drones. Le lendemain soir, rebelote. Des patrouilles de police ont repéré des drones un peu avant 23 heures. Cette fois, ce sont 46 vols qui ont été annulés, 23 vols ont été déroutés ou annulés, affectant ainsi 6500 passagers en tout. Toujours impossible d'identifier formellement les drones. Mais il a été révélé ces derniers jours que les survols de sites sensibles sont assez courants ces derniers temps en Allemagne. La presse a révélé le survol du siège de la marine allemande à Rostock et d'une base militaire à Sanitz. Le cargo Scanlark, lui aussi membre de la flotte fantôme, est soupçonné d'avoir été une plateforme de lancement de drones qui ont survolé le nord de l'Allemagne. Il a été perquisitionné à Kiel. Côté belge, c'est la base militaire d'Elsenborn qui a détecté des drones alors que la base effectuait un exercice de détection vers 1h45 du matin. L'information a été confirmée par le cabinet du ministre de la Défense, Theo Franken. Ils ont même été vus à Düren, en Allemagne, dans le land de Rhénanie-Palatinat. La multiplication des survols pourrait bien s'expliquer par un test de réaction, mais aussi de repérage en vue d'un éventuel sabotage. En tout cas, l'effet principal est de semer le doute, la peur et la division quant à la réaction à adopter. Et c'est plutôt réussi puisque les 27 sont incapables d'adopter une position commune. République tchèque. L'extrême droite gagne les élections. Comme en Moldavie ou en Roumanie, une énième campagne de désinformation sur les réseaux sociaux a été organisée en amont des législatives pour pousser des candidats populistes et antisystèmes. C'est le journal tchèque Deník N qui l'a révélé. Un réseau de 1000 comptes a été identifié, un réseau composé de faux comptes et de bots chargés de relayer la désinformation dans des quantités industrielles, en likant, en commentant et en partageant les dites publications sur les réseaux sociaux pour stimuler l'algorithme. Ils avaient pour but d'insister sur le soutien à Vladimir Poutine et de saper le soutien à l'Ukraine. Ils mettaient en avant le parti d'extrême droite Liberté et Démocratie Directe et le parti d'extrême gauche Stachilo. Les renseignements tchèques ont transmis la liste des comptes suspects à l'Office tchèque des télécommunications qui devait s'entretenir avec TikTok, principale plateforme où se déroule la désinformation. Quoi qu'il en soit, Andrej Babiš était favori avec son parti ANO. En 2012, il a créé le mouvement des citoyens mécontents, un parti ouvertement libéral et anticorruption. Mais pour parvenir à obtenir le pouvoir, il a adopté une posture plus populiste en ayant un discours plus ouvertement anti-immigration. Son parcours est assez trouble. Il a fait partie de la STB, la police politique communiste tchécoslovaque dans les années 80. Après la chute du communisme, il fait fortune dans l'agro-industrie. Puis une fois au pouvoir, entre 2017 et 2021, il multiplie les conflits d'intérêts et a été condamné en première instance pour détournement de fonds européens avant d'être acquitté en appel, une décision cassée par la Cour suprême tchèque. Il a tenté de museler les médias et l'opposition. Il était pleinement aligné avec Viktor Orban et le PIS polonais sur le plan européen, malgré l'adhésion d'ANO au centre de l'échiquier européen. Il a finalement fait partie des membres fondateurs de Patriots for Europe, le parti d'extrême droite créé avec Marine Le Pen et Viktor Orban. Sa dynamique, il la doit à une opinion publique tchèque fatiguée par la guerre. Le Premier ministre Petr Fiala a multiplié les efforts pour démontrer le soutien à l'Ukraine en accueillant à bras ouverts les réfugiés ukrainiens et en mettant en place un système de rachat d'obus pour l'Ukraine. Et même si la situation économique s'est stabilisée, c'est entre un quart et un tiers de la population qui n'est pas revenue à son niveau d'avant la guerre en Ukraine. Andrej Babiš et son parti ANO récoltent 34,54% des voix devant la coalition Spolu du Premier ministre sortant, Petr Fiala, qui a récolté 23,34% des suffrages.
L'autre partenaire de la coalition gouvernementale, Stan, obtient 11,22% des suffrages. Le parti pirate, avec 8,95% des voix, et le parti d'extrême droite Liberté et Démocratie Directe, avec 7,78% des voix, sont les derniers à franchir le seuil des 5% pour entrer dans la chambre basse du Parlement tchèque. Le parti d'extrême gauche, Stachilo, n'atteint pas les 5%. La participation était de 68,34%, un bond de 3 points par rapport à 2021. Le président Petr Pavel sera obligé de nommer Babiš comme formateur du gouvernement, chargé de négocier avec les autres partis pour former une coalition. Il formera probablement une coalition minoritaire avec le parti Liberté et Démocratie Directe, car il a une rivalité tenace avec Petr Fiala. Il sera obligé de choisir entre le pouvoir et ses activités économiques, puisque le gouvernement sortant a adopté une loi contre les conflits d'intérêts. Au niveau européen, c'est donc un pion de plus pour l'extrême droite, qui représentera un obstacle supplémentaire pour le soutien à l'Ukraine ou encore le pacte vert. Sur le plan national, il propose ce que le PIS faisait en multipliant les aides sociales en ciblant les Tchèques d'abord. Babiš n'aura pas les mains libres puisqu'avec un gouvernement minoritaire, un Sénat acquis à l'ancienne coalition gouvernementale et un président qui n'est pas son allié, il sera fortement contraint dans son exercice du pouvoir et devra se montrer pragmatique. France et Allemagne, le projet du SCAF en grand danger. Alors que le projet avait été lancé en grande pompe en 2017 par Emmanuel Macron et Angela Merkel, ce qui était à la base un projet franco-britannique, abandonné à cause du Brexit, le projet du système de combat aérien du futur, le SCAF, vit aujourd'hui de sacrées turbulences. Le projet développé par le constructeur français Dassault et deux filiales allemandes et espagnoles d'Airbus. Le gros problème est la revendication du pilotage exclusif du projet par Dassault. Dassault fait valoir son leadership européen en matière de fabrication d'avions de combat, étant le seul constructeur européen à pouvoir développer de A à Z un avion de chasse opérationnel sur des terrains de combat. L'Eurofighter Typhoon, auquel avait contribué l'Allemagne, ne peut pas se targuer d'une telle réputation, alors que ses performances sont largement décriées, étant alors le fruit d'un assemblage de pièces détachées fabriquées par plusieurs pays. Dassault rappelle qu'il peut construire ses avions seul. Mais le hic, c'est que la France est dans une situation compliquée. La livraison du SCAF était prévue pour 2035 et les premiers Rafales devraient être mis à la retraite forcée. Il faut donc absolument que le SCAF soit abouti avant 2040. La France doit absolument construire avec des partenaires pour pouvoir installer un matériel interopérable avec ses alliés, mais surtout bénéficier d'économies d'échelle en construisant à plusieurs et en répartissant les coûts. Les deux pays ne sont même pas d'accord sur la taille de l'avion. La France veut un avion plus petit pour pouvoir le poser sur un porte-avions, ce qui semble indiquer que les arbitrages initiaux n'ont même pas été faits. La situation financière de la France ne permet pas l'échec du projet, mais force est de constater que la coopération en matière de fabrication militaire est toujours semée d'embûches, où les leaders du marché se méfient toujours de leurs partenaires et veulent imposer leurs idées. Le projet du SCAF est chiffré à 100 milliards d'euros. Les constructeurs sont censés savoir s'ils doivent passer à la phase 2 avant la fin de l'année pour respecter le calendrier établi à 2040. Une rencontre entre ministres de la Défense français et allemands est censée se tenir au mois d'octobre, mais la France peine encore à choisir ses ministres après l'intronisation de Sébastien Lecornu comme Premier ministre. Mais il ne semble pas que le gouvernement français puisse contraindre Dassault à faire profil bas. L'Allemagne, en tant que cofinanceur du projet, espère donc bien être représentée dans une gouvernance à part égale. Si les deux pays renoncent, autant le faire maintenant plutôt que de jeter de l'argent par les fenêtres, mais un abandon du projet ouvrirait certainement la porte à des achats d'avions américains,
ce qui va à l'encontre du cahier des charges de Readiness 2030, autrement appelé Rearm Europe. Cette crise de gouvernance tombe mal alors que la défense européenne devient une question centrale au niveau européen et le SCAF a un intérêt stratégique immense pour les deux pays. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Moldavie, raz-de-marée pro-européen lors des législatives malgré les ingérences russes. Comme je vous l'expliquais la semaine dernière, la Moldavie était sous tension pour la dernière semaine de campagne des législatives. Et pour cause, la Moldavie a vécu une déstabilisation jamais vue auparavant, avec des attaques coordonnées pour saturer l'espace médiatique de désinformation. Une désinformation faite pour alimenter la peur d'une entrée dans la guerre de la Moldavie, bien entretenue par les relais du Kremlin. Avec un tel travail de sape, tout le monde redoutait une victoire sans appel des pro-russes, mais finalement, le parti Action et Solidarité, le PAS, classé chez les chrétiens démocrates du PPE en Europe, obtiennent une majorité absolue. Avec plus de 50% des voix, le parti obtient 55 des 101 sièges de l'Assemblée parlementaire. Cela représente un léger recul par rapport à 2021, où le PAS avait obtenu 63 des 101 sièges. Mais cela garantit tout de même de larges marges de manœuvre pour les 4 ans à venir. Le PAS n'envisageait pas d'alliance et il aurait été difficile de gouverner de façon minoritaire, entouré de partis pro-russes. L'enjeu principal des élections, c'était de savoir si la population moldave voulait poursuivre le chemin de l'adhésion vers l'Union européenne, et le PAS s'affichait quasiment comme le seul parti pro-européen. Malgré un bilan économique et social pas forcément enthousiasmant, le PAS a certainement bénéficié de la figure tutélaire de la présidente Maia Sandu, qui a fait de la Moldavie un partenaire politique sérieux pour l'Union européenne. Il semble aussi que la désinformation russe ait eu l'effet inverse que celui qui était escompté. Que la Russie redouble d'efforts pour réorienter Chisinau vers Moscou n'a pas manqué de mobiliser la peur d'une dictature à parti unique, comme la Géorgie est en train de le devenir. En deuxième position, on retrouve le bloc patriotique de l'ancien président Igor Dodon, dont les orientations pro-russes sont évidentes, avec un peu plus de 24% des voix. Le taux de participation est de 52%. Ouf de soulagement au QG du PAS, qui était plutôt fébrile dans l'attente des résultats. La faute à la campagne massive de désinformation et aux soupçons de fraude. Igor Dodon n'a pas reconnu les résultats et a appelé ses soutiens à manifester devant la commission électorale le soir des résultats. Ils étaient un peu plus de 300 à se joindre à Igor Dodon. En Transnistrie, on accuse le gouvernement d'avoir entravé la circulation des habitants de la région séparatiste pour les empêcher de voter. Côté russe, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s'est plaint du fait que seuls 2 bureaux des Moldaves de l'étranger se trouvaient en Russie, restreignant de fait le vote des Moldaves de Russie. La victoire du PAS a été saluée par la plupart des leaders européens, se félicitant d'un résultat qui ouvre la voie à l'avancée de la candidature à l'UE de la Moldavie. Il faudra tout de même mettre du cœur à l'ouvrage côté moldave et prouver que le pays peut se conformer aux exigences de lutte contre la corruption, certainement le plus gros chantier à venir pour le futur gouvernement. Le procès de Vladimir Plahotniuc fera figure de test pour le prochain gouvernement. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 40e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast,
n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.